Mon cousin Luc est dans la garde côtière depuis plus de 10 ans. Ce n'est pas le genre de personne à mentir ou à inventer des histoires. C'est l'une des personnes les plus franches que je connaisse. Bien ancré, pas du tout superstitieux, pas intéressé par l'horreur, juste un gars pratique qui aime les bateaux et l'ordre. Il m'a raconté cette histoire à l'été 2022. Je lui ai demandé de la répéter plusieurs fois à cause de sa bizarrerie. Et à chaque fois les détails étaient identiques. Cela s'est passé en 2017 quand il a été affecté à un phare au large de la Bretagne pour une mission de maintenance de 2 semaines. L'endroit s'appelait Roche des Veuves et il est très isolé. On ne peut y accéder qu'en bateau ou en hélicoptère. Ce n'est qu'un îlot rocheux escarpé avec un seul phare et un bâtiment annexe pour le carburant et le matériel. Il n'est ni électricité, ni plomberie, et à peine un signal mobile. Le phare est automatisé mais nécessite parfois une vérification manuelle. C'est pourquoi la garde côtière envoie quelqu'un chaque année. Normalement, c'est une mission en solo. Mais il y a eu des pannes électriques étranges l'année précédente. Donc pour cette mission, ils ont envoyé 2 personnes, Luc et un autre gars nommé Marc. Les premiers jours ont été normaux, venteux, ennuyeux et répétitifs. Le jour, ils vérifiaient les mécanismes du faisceau, testaient les batteries de secours, remplissaient le générateur diesel et nettoyaient la corrosion saline sur les parois métalliques. Le soir, ils lisaient, mangeaient des repas simples et jouaient aux cartes pour passer le temps. L'isolement était attendu, aucun signal d'alarme. Puis la 4e nuit, Luc s'est réveillé vers 2 heures du matin en se sentant étrange. Pas malade ni en douleur. Juste une atmosphère pesante comme avant un orage, sauf que le ciel était clair et silencieux. Il s'est redressé et a remarqué que le faisceau lumineux du phare ne tournait plus. Le phare est censé émettre un faisceau toutes les quelques secondes, même en maintenance. C'était grave si la lumière cessait. Il a réveillé Marc et ils sont montés en haut de la tour. Les engrenages tournaient encore, mais la lumière ne pivotait plus. Quelque chose bloquait le mécanisme, un grand tissu sombre comme une couverture, ou un vieux manteau coincé dans l'assemblage. Il était trempé, recouvert d'une substance gluante et de mousse avec une odeur d'algue pourrie. Ils étaient perplexes. La porte était fermée, les fenêtres aussi. Aucune explication logique. Ils ont retiré le tissu et l'ont jeté dehors, pensant à un incident isolé. La nuit suivante, même chose. Vers 2 heures, Luc s'est réveillé, le faisceau était encore bloqué. Cette fois, c'était un petit tissu rouge, semblable à une vieille écharpe effilochée et mouillée, avec de petits coquillages accrochés comme sortis de la mer. Là, ils ont cessé de croire à une coïncidence. Ils ont vérifié toutes les issues, tout était verrouillé. Ils ont commencé à bloquer la cage d'escalier avec des caisses lourdes, à verrouiller la salle du phare et la porte d'entrée tous les soirs. Mais la 7e nuit, Luc a vécu quelque chose qu'il ne veut toujours pas expliquer. Il était allongé quand il a entendu Marc chuchoter dans le noir, mais pas vers lui. Il murmurait vers le coin de la pièce. Luc lui a demandé ce qu'il disait, mais Marc avait l'air confus et a nié avoir parlé. Plus tard, Luc l'a trouvé assis à la fenêtre regardant les rochers. Marc disait qu'il avait vu quelqu'un la veille à peine visible dans le faisceau. Puis Marc a commencé à agir bizarrement. Il ne dormait plus, ne parlait presque pas, restait des heures à regarder dehors. Il disait entendre des bruits dans les murs et des voix dans l'escalier. La 9e nuit, ils ont entendu des pas sur les marches. Pas des craquements, mais de vrais pas lents et délibérés venant d'en haut. Luc a vu Marc debout figé regardant vers le haut. Aucun des deux n'avait bougé. Ils ont écouté, puis les pas se sont arrêtés. Le silence ensuite était pire encore. Ils ont barricadé la porte avec un meuble et dormi avec couteau. La 11e nuit, le phare a de nouveau cessé de fonctionner. Ils sont montés et ont trouvé la porte grande ouverte. Le vent soufflait fort. La lampe avait été dévissée et posée au milieu de la pièce. Ce type de lampe industrielle ne se démonte pas facilement. Luc a été pris de panique. Marc murmurait Dieu l'avait fait. Puis, Luc a senti quelque chose de froid frôler son dos. Il s'est retourné mais il n'y avait personne. Marc et Lyd pointaient du doigt le mur, disant qu'il avait vu une main en sortir. Ils ont couru et se sont enfermés dans leur chambre. Luc n'a pas dormi. Marc se balançait dans un coin parlant à quelqu'un d'invisible. Le lendemain matin, Luc a utilisé le téléphone satellite pour demander une extraction en urgence prétextant une panne grave. Le bateau est arrivé l'après-midi, mais la chose la plus étrange est survenue. L'équipage leur a demandé pourquoi ils avaient appelé à 2h12 du matin alors que Luc n'avait rien fait. Ils ont dit avoir reçu un appel avec des interférences et une voix disant que quelqu'un était là avec eux, puis plus rien. Marc n'a pas parlé pendant tout le trajet. Il a quitté la garde côtière quelques mois plus tard et n'a jamais raconté ce qu'il avait vu. Luc fait encore de la maintenance parfois, mais il a juré de ne jamais remettre les pieds à Roche des Veuves.
Pendant les confinements liés au Covid, c'était à ce moment-là où tout le monde en avait vraiment marre et devenait fou à force d'être enfermé chez soi sans rien à faire. J'étais célibataire à l'époque et je passais mon temps sur Tinder à swiper et envoyais des messages aux gens tout en regardant des films et des séries parce qu'honnêtement, qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre un soir de semaine pendant le confinement? J'ai commencé à discuter avec une fille que je suivais sur Instagram depuis des années. Elle s'appelait Camille. Elle se faisait appeler Cam. On vit à une vingtaine de minutes de La Rochelle en Charente-Maritime. On s'ennuyait un soir et on a décidé de se voir. Elle habite à genre 5 minutes de chez moi, super pratique. Donc je suis allé la chercher. On est allé faire un tour en voiture jusqu'à un parc proche qui était fermé et on a bu des bières là-bas. J'ai tout de suite senti le truc. Elle était un peu rebelle mais dans le bon sens. Elle était partante pour sauter des clôtures, s'introduire dans des endroits interdits, ce genre de truc. Il y avait une connexion directe entre nous et en moins d'une heure c'est elle qui a proposé qu'on aille jusqu'à Saint-Clément-des-Baleines pour marcher autour du phare. Techniquement, l'accès au phare était fermé après le coucher du soleil. Peut-être même qu'il était fermé tout court pendant le confinement. J'en suis pas sûr, mais j'ai tout de suite dit que j'étais partant. J'adore les aventures comme ça. Alors on a fini nos bières et on a roulé jusqu'à la pointe de l'île de Ré. En arrivant, elle m'a dit de me garer sur le parking du phare. J'étais un peu hésitant, mais elle avait l'air super sûre d'elle. Genre qu'il n'y aurait pas de sécurité un mardi soir paumé, pendant le confinement hors saison. Et en vrai, il n'y avait aucune voiture en vue, donc je lui ai fait confiance. Elle m'a dit qu'elle avait déjà fait ça avant le Covid. On s'est garé et on a bu une autre bière sur le parking. Je regardais un peu autour inquiet qu'un véhicule de sécurité débarque, et elle me disait de me détendre. Finalement, on s'est mis à marcher vers le phare. Voir un phare de nuit de si près, et le regarder vers le haut, c'est super stylé mais aussi un peu flippant. Je saurais pas dire pourquoi, mais il y a un truc presque irréel là-dedans. Elle a pris un petit chemin à l'écart, pas l'entrée principale, histoire qu'on ne soit pas éclairé directement. C'était ma première fois au phare de Saint-Clément. Elle nous a menés direct vers les falaises, derrière le phare, là où il y a un genre de sentier de rochers, ce qu'on appelle la promenade des falaises. On y voyait uniquement avec nos lampes. Peut-être qu'il devait y avoir de la lumière normalement, mais cette nuit-là, tout était éteint sauf quelques lumières à l'entrée, et bien sûr la lumière du phare. En avançant prudemment sur les rochers, Cam, qui marchait derrière moi, a dit mon nom. Je me suis retourné, et elle pointait sa lampe derrière elle, éclairant un type qui se trouvait là aussi sur les rochers. En éclairant tous les deux, on l'a mieux vu. Il portait un manteau avec une capuche sur la tête. Il avait l'air d'être un gars noir, mais on ne voyait pas son âge, ni rien de plus. Je lui ai demandé s'il bossait là, il n'a pas répondu, mais il ne bougeait pas non plus. J'ai dit à Barbe à partir désolé. Yo, j'étais surtout nerveux que ce soit un agent de sécurité et qu'on ait des ennuis, mais le gars nous a alors lancé OB, vous voulez acheter de la coke. Yo, savoir que ce n'était pas un agent de sécurité, mais juste un mec random, ce n'était pas rassurant du tout. Au contraire, c'était encore plus flippant. Genre pourquoi ce type chelou nous suivait? Pourquoi il était même là? J'ai dit non mec ça va. Yo, et j'ai fait signe à Cam d'avancer. Je l'ai laissé passer devant et on a continué. En marchant, le gars a commencé à bouger aussi. Il n'a rien dit genre « gars, vous êtes sûr ?» Yo, il est resté silencieux, mais avançait à notre rythme. À chaque fois que je me retournais avec ma lampe, il était toujours à la même distance. C'était super étrange, hyper malaisant. Ça a complètement gâché l'expérience. On est arrivé au bout du chemin et on a traversé la pelouse pour retourner à la voiture. Le gars nous suivait toujours calé sur notre vitesse. On a entendu dire un truc comme « Yo ben, vous allez où ?» Yo, clairement, ce gars cherchait les embrouilles. Je ne voulais rien provoquer, donc je n'ai pas répondu et j'ai dit à Cam de ne pas le faire non plus. On a accéléré vers la voiture côte à côte. Et c'est là qu'on a vu deux autres types qui arrivaient par derrière. Je voulais pas courir parce que ça risquait de les faire nous poursuivre, mais un des autres gars nous a aussi lancé un truc. J'ai pas compris ce que c'était. On est arrivé à la voiture, on s'est précipité dedans et on a crié quand on a vu que les trois gars étaient juste à côté maintenant. J'ai verrouillé direct. Je jure que deux d'entre eux ont essayé d'ouvrir les portes à peine quelques secondes après. J'ai mis la marche arrière, c'était le seul moyen de sortir sans les percuter. Ils ont frappé et donné des coups sur la voiture pendant que je reculais, mais ils ne nous ont pas poursuivis une fois qu'on était lancés. Sur le chemin du retour, on avait le cœur qui battait à 1001 fois, l'adrénaline retombée, on est resté silencieux. Je l'ai déposé, on a dit bonne nuit. On s'est revus plusieurs fois après ça, et on est encore en contact aujourd'hui. Mais franchement, cette nuit-là m'a vraiment secoué. C'était trop proche d'un vrai drame. Mes potes pensent que c'était un gang. Les bleus peut-être. Quoi que c'était, j'ai aucune envie de remettre les pieds là-bas la nuit.
Je m'appelle Grégoire. C'est une histoire que mon vieil ami Julien m'a racontée plusieurs fois et qui lui est arrivée il y a de nombreuses années. Je lui ai récemment demandé de même faire une version écrite détaillée qu'il m'a autorisé à partager en ligne, car je l'ai toujours trouvée troublante. Julien faisait partie de ces types qu'on a besoin de rencontrer qu'une seule fois pour savoir qu'ils sont authentiques. Une cinquantaine d'années carrure solide pour buriner par des décennies de travail en bord de mer. Il travaillait dans le sauvetage maritime et les infrastructures côtières. En gros, quand quelque chose se cassait près de l'eau, Julien faisait partie des gens qu'on appelait pour réparer. Mais ce n'était pas juste un entrepreneur, il avait été plongeur technicien naval et avait même fait des inspections à distance pour le gouvernement. Ce gars avait tout vu. Alors, quand il m'a raconté cette histoire, je n'ai pas douté une seule seconde. Il a dit que c'était arrivé en 2013 quand il avait été engagé par un petit département dans le nord de la France pour faire une inspection structurelle d'un vieux phare désaffecté. Le département avait hérité du terrain des années auparavant et ne savait pas quoi en faire. Des promoteurs voulaient le raser, des historiens voulaient le préserver, mais personne ne voulait payer. La mission de Julien était simple, s'y rendre seul, examiner l'endroit de fond en comble et déterminer s'il valait la peine d'être restauré. Le phare se trouvait sur un îlot rocheux, isolé environ 1 heure du continent. Pas une grande île, juste un morceau de roche et de terre, peut-être 100 mètres de large. Avec seulement le phare, un abri pour le générateur et des échafaudages rouillés et datant d'il y a des décennies. Le lieu n'était pas utilisé depuis des années et n'était clairement pas une attraction touristique. Il n'y avait même pas de quai, juste une petite corniche, où un bateau de la gendarmerie maritime pouvait déposer quelqu'un à marée haute. Julien voyageait léger de nourriture pour 4 jours, un sac de couchage, quelques outils, une planchette et une radio marine bidirectionnelle. Le plan était simple, débarquer le lundi matin, faire le tour complet d'ici mercredi, et appeler pour être récupéré jeudi après-midi. Il ne réfléchit même pas à 2 fois avant d'y aller seul. Il avait déjà fait ce genre de mission des dizaines de fois. À son arrivée, l'endroit était calme, froid, nuageux, mais paisible. L'air sentait ce mélange habituel de sel, de métal et de pourriture qu'on retrouve dans les lieux abandonnés depuis longtemps. Le phare faisait environ 15 mètres de haut. Construit au début des années 1900, il comportait l'escalier en colimaçon typique, menant à la salle du feu. La lentille en verre ne fonctionnait plus depuis des décennies, mais la structure restait solide. Julien procéda à ses vérifications habituelles, poutres de soutien, intégrité des escaliers, cadres de fenêtres. Le plancher du rez-de-chaussée était gondolé, mais praticable. Le 2e étage était un local de stockage vide sauf quelques armoires métalliques rouillées. Le 3e étage avait une minuscule chambre qui n'avait pas été utilisée depuis des décennies. Il finit par installer son sac de couchage au rez-de-chaussée, près de la salle du générateur où il faisait plus chaud et moins venteux. La première nuit ne posa aucun problème. C'était calme, trop calme, dit Julien. On ne réalise pas à quel point le monde est bruyant tant qu'il ne l'est plus. Aucun oiseau, aucun insecte, même pas le son des vagues contre les rochers. Juste le vent doux. Le 2e jour, un brouillard épais tomba. Julien se réveilla dans un monde entièrement blanc dehors. On ne voyait pas à plus de 2 mètres par la fenêtre. Il dit que ce n'était pas un brouillard comme les autres. C'était si dense qu'il paraissait solide comme un mur. Mais cela ne l'inquiéta pas. Cette région connaissait souvent des brouillards lourds. Il passa la journée à prendre des notes dans l'escalier supérieur. C'est là qu'il remarqua la première chose étrange. À mi-chemin de l'escalier menant à la salle du feu, un placard de maintenance était encastré dans le mur. Il avait essayé de l'ouvrir le 1er jour, mais les charnières étaient trop rouillées. Maintenant, il était entrouvert. Pas beaucoup, peut-être 2 centimètres, mais suffisamment pour voir qu'il avait été déplacé. Il supposa que l'humidité avait agi sur le bois, mais ça ne lui plaisait pas. L'intérieur du placard était complètement noir, et en poussant un peu plus la porte, il vit une boîte en bois dans le coin du fond de la taille d'un petit déjeuner recouverte de mousse humide, comme si elle avait été immergée. Il ne l'ouvrit pas. Il referma simplement la porte et nota de la signaler. Cette nuit-là, quelque chose le réveilla. Ce n'était pas un bruit, mais l'absence de bruit. Tout semblait s'être arrêté. Puis il entendit des pas sur les marches en métal au-dessus de lui. Il pensa d'abord qu'un animal était entré, mais réalisa ensuite que les pas montaient. Ce qui que ce soit dans la tour, ça grimpait. Il alluma sa lampe torche et fixa l'entrée de l'escalier attendant, mais rien ne se produisit. Finalement, le bruit s'arrêta et le silence revint. Le lendemain, il inspecta tout à nouveau. Chaque pièce, chaque placard. Il monta même sur le toit. Rien. Aucun animal, rien d'anormal, sauf la boîte.
Elle se trouvait maintenant à l'extérieur du placard, au milieu de l'escalier, encore couverte de mousse. Il resta longtemps là, à la regarder et à hésiter. Il la prit. Elle était plus lourde qu'il ne l'imaginait. Le bois était gonflé d'humidité, mais le couvercle ne s'ouvrait pas. Il était cloué. Il ne voulut pas insister, alors il la laissa au pied de l'escalier et sortit prendre l'air. C'est là qu'il vit autre chose, des empreintes de pas autour du phare. Pieds nus mouillés menant du côté nord du bâtiment jusqu'à la falaise. Puis s'arrêtant net. Les empreintes ne revenaient pas en arrière. Juste une dizaine de marques dans la boue terminant sur un précipice. Il resta là longtemps tentant de trouver une explication. Peut-être que quelqu'un avait accosté. Mais seul son bateau était prévu, et pas avant le lendemain. Il pensa à appeler un secours anticipé à la radio, mais avec un brouillard pareil, le bateau ne pourrait pas naviguer. Il rentra, verrouilla chaque porte, et chaque trappe bloqua l'escalier avec un tuyau en fer, et tenta de dormir. Cette nuit-là fut la pire. Vers 1h30 du matin, il entendit la porte de la salle du feu claquer violemment. L'impact fit tomber de la poussière du plafond. Puis 3 coulants sur le mur intérieur de la tour. Pas la porte, pas la fenêtre, le mur comme si quelqu'un tapait de l'autre côté de la maçonnerie. Julien ne bougea pas. Il resta figé jusqu'à ce que le bruit cesse. Le matin venu, il revérifia tout. La boîte avait disparu et la porte du placard était grande ouverte. À ce stade, il était clair qu'il n'était pas seul. Il utilisa la radio pour appeler un retrait immédiat, prétextant une urgence médicale. On lui répondit qu'un bateau serait envoyé dans quelques heures. Il rassembla ses affaires et attendit sur la corniche. Le brouillard ne se dissipa pas, au contraire, il s'épaissit. Il attendit presque 7 heures sans rien voir à plus de 2 mètres. Le soleil se couchait, l'air se refroidissait. Il entendit des pas derrière lui dans le gravier près du phare. En se retournant, il ne vit personne. Ou peut-être ne voyait-il rien à travers la brume. Il courut jusqu'au bord de la falaise et resta là, jusqu'à entendre la corne du bateau au loin. Il fut récupéré juste après la tombée de la nuit. Le marin qui l'aida à monter lui demanda pourquoi il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Julien répondit que le phare était dangereux et devait être condamné. Il fit un rapport succinct au bureau, mentionna que la structure était instable et non sécurisée, mais ne parla jamais des empreintes ni de la boîte. Il m'a dit qu'il ne l'a pas fait car il envisageait sérieusement la possibilité qu'il ait tout imaginé dans son isolement. Ce fut la fin du récit écrit de Julien. Il ne retourna jamais à ce phare. Il termina ses derniers projets cette année-là et se retira discrètement du terrain. En moins d'1 an, il cessa de prendre des contrats. Il disait vouloir rester sur la terre ferme. Quand je lui ai demandé si c'était à cause du phare, il haussa les épaules et dit simplement qu'il en avait assez vu. Je l'ai interrogé une seule fois sur ce qu'il pensait vraiment s'être passé là-bas. Il m'a regardé droit dans les yeux et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Yob, certains endroits doivent être laissés tranquilles. Ils ont juste besoin de temps et de silence. Yo, c'est tout ce qu'il a dit. J'ai essayé de me renseigner sur le phare plus tard, mais je n'ai rien trouvé. Les coordonnées qu'il avait notées ne renvoient à aucune structure recensée. Les archives départementales mentionnent une tour désaffectée quelque part au large, mais sans nom officiel ni historique accessible. C'est comme s'il n'y avait jamais été. Et c'est ça qui me trouble le plus. Pas ce que Julien a dit, mais ce que personne d'autre n'a jamais dit.